À seulement 18 voix près, Sébastien Lecornu échappe de justesse à la censure. Pour l'adoption, 271. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. À l'exception de 7 députés, les socialistes n'ont pas voté la motion comme ils l'avaient promis, en échange d'une suspension de la réforme des retraites concédée par le gouvernement. Alors que les Républicains n'ont pas non plus voté pour la chute du gouvernement, le RN considère que le PS et LR pactisent avec les macronistes. Pour le plus grand malheur des Françaises et des Français, ils ont assisté aux noces rouges entre tous les membres du parti unique, l'UMPS. Le PS justifie sa position par une volonté de peser pour de bon sur le prochain budget. En acceptant d'entrer dans le débat, comme nous le faisons, nous allons au contraire permettre d'amender et de corriger très sensiblement une copie qui n'est évidemment pas la nôtre. De son côté, le bloc central a du mal à digérer la suspension de la réforme des retraites, mais compte bien défendre la réforme au moment des débats. Au nom du refus de la politique du pire, et avec l'idée simple que dès lors qu'il va y avoir un débat budgétaire, on peut, à l'intérieur de ce débat budgétaire, lutter contre telle ou telle position et contester cette suspension. Nous voterons contre cette suspension. Les débats budgétaires commencent dès la semaine prochaine dans une Assemblée nationale très divisée et s'annoncent déjà comme une nouvelle épreuve du feu pour l'exécutif. Et on va en parler tout de suite avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud, merci d'être là, éditorialiste politique. Frédéric Dabi, bonjour Frédéric. Merci également d'être avec nous, directeur général opinion de l'IFOP. Sébastien Lecornu qui a donc échappé de peu à la censure, grâce notamment au Parti socialiste et au fait que les députés et LR et socialistes ont respecté leurs consignes de groupe dans leur immense majorité. Grâce aux deux flotteurs que sont le groupe socialiste et le groupe LR, les deux anciens partis de gouvernement, qui, évidemment, en ne votant pas la censure, ont permis au Premier ministre au moins de passer ce premier obstacle. Ce n'était pas, évidemment, une surprise à partir du moment où les deux groupes avaient clairement indiqué leurs intentions. Maintenant, j'allais dire, le parcours d'obstacles se poursuit, parce que on rentre, j'allais dire, dans la séquence que voulait le Premier ministre, M. Lecornu. Il a répété, le gouvernement propose, le Parlement débat et vous votez. Eh bien, on est dans cette séquence-là. Ça sera certainement compliqué. Ça sera très compliqué, à la fois sur le budget, à la fois sur le PLFSS. Il y a quand même des tas de questions qui se posent. Et on reste dans une situation qui, à mon sens, reste pour l'instant profondément déséquilibrée, profondément instable, mais avec un Premier ministre au moins qui peut souffler, parce que c'est vrai, la menace de la censure immédiate eût été un coup de tonnerre supplémentaire dans une succession de coups de tonnerre depuis maintenant plusieurs mois et encore plusieurs semaines. Ouais. Est-ce qu'il a réussi ? Comment perçoit l'opinion publique de ce qu'a réussi à faire, au moins jusqu'à maintenant, Sébastien Lecornu, c'est-à-dire échapper à la censure en trouvant une forme de compromis avec le Parti socialiste ? Je pense que les Français ont salué une forme d'habileté, voire de ruse. Quelqu'un dans un qualitatif avait comparé Sébastien Lecornu à Louis XI, ce roi retors, rusé. Alors, il emprisonnait ses opposants dans des cages qu'on appelait des fillettes. C'est pas le cas de Sébastien Lecornu. Mais c'est vrai qu'il a été très bon manœuvrier. Et ça s'est ressenti directement dans une enquête faite au lendemain de son discours de politique générale, où les Français ont été beaucoup moins nombreux à souhaiter la dissolution. On est à peine maintenant sur une personne sur deux, alors que jusqu'à maintenant, jusqu'à son discours de politique générale, les Français disaient, face à cette crise, face à cette éclipse du politique, face à cette paralysie, aux urnes pour trancher le nœud gordien. Et d'un côté, les Français ne la souhaitent plus, les Français ne la pronostiquent plus, et c'est vrai qu'il a eu des paroles fortes. Sur le fond, il a, rompu avec... il a, je vais être méchant, enterré le deuxième mandat d'Emmanuel Macron en suspendant cette réforme des retraites, ce qui est soutenu, Oriane, par 66% des Français. Et 66, c'est presque un chiffre magique pour cette réforme des retraites. Le jour du vote de cette réforme, dans les circonstances que l'on sait, on avait 66% des Français qui étaient défavorables à la réforme des retraites. Il y a quelques semaines, le Parti socialiste me commande une enquête sur la suspension de la réforme. On a 66% des Français qui veulent la suspension. Et là, dans l'enquête IFOP pour LCI diffusée hier soir, on a 66% des Français qui approuvent, qui considèrent que Sébastien Lecornu a eu raison de suspendre la réforme. Ça montre à quel point la page n'a jamais été tournée. Ça a été un point de blocage, un verrou qui a sauté. Et sur la forme, et j'en finirai là, il a aussi
enterrer Jupiter, dans le sens où il a dit, avec cette anaphore, le Parlement, l'Assemblée votera, choisira, il va essayer de co-construire un budget, mais comme l'a dit Arnaud Benedetti, ça va être extrêmement compliqué, mais en tout cas, il a eu ses soutiens inattendus des deux anciens partis de gouvernement, enfin inattendus pas pour LR, plus pour le PS, qui a fait preuve peut-être d'une distinction très forte et peut-être profitable face à la France insoumise. Juste Arnaud, peut-être pour rebondir sur ce que dit Frédéric, sur Emmanuel Macron, parce qu'effectivement la réforme des retraites c'était l'un des totems du macronisme. Emmanuel Macron qui hier a reçu député et cadre de Renaissance, alors qu'il a dit que le compromis était désormais entre les mains de Sébastien Lecornu, il lui laisse carte blanche comme il s'était engagé. Il a eu cette phrase, on va la regarder, c'est douloureux pour nous tous, je sais, pour nous tous. Je sais que ce que vous coûte cette suspension, ce que vous a coûté aussi de défendre cette réforme, les menaces, parfois la violence, ce combat était juste et le reste, mais il fallait ce compromis pour permettre la stabilité. Ça coûte pour nous tous, dit le chef de l'État. Il s'inclut du coup dans le nous. Oui, alors attention, soyons très prudents parce que moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'elle est totalement enterrée. Vous savez qu'il y a le problème du véhicule législatif, de cette suspension, qui est quand même un vrai sujet. Parce qu'en principe, ça doit passer par le PLFSS. Le budget de la Sécurité sociale. Le budget de la Sécurité sociale, sur lequel, je rappelle, déjà, Michel Barnier était tombé l'année dernière. Donc il faut être encore, je crois, extrêmement circonspect, extrêmement prudent, ce que d'ailleurs ne cache pas en privé un certain nombre de cadres du Parti socialiste qui ont compris qu'en effet, on risquait de leur faire entériner une suspension, certes qu'ils souhaitaient, mais en même temps, à travers le PLFSS, des mesures qui pourraient être, en effet, pour eux, des mesures inacceptables. Donc on est encore très loin, me semble-t-il, de la suspension, même si politiquement et médiatiquement et symboliquement, il y a la volonté de, en tout cas pour l'instant, rester sur ce compromis-là. Mais c'est pas fait. C'est pas fait. Et quand on voit la position, je le rappelle aussi, du Sénat, là aussi, il y a quand même des questions qui se posent. Donc, je pense qu'il faut être très prudent pour l'instant. Ensuite, si vous voulez, moi, je pense que par rapport à l'opinion, on va voir comment ça va se développer, parce que, bon, je parle sous l'autorité indiscutable de Frédéric, mais il sait comme moi que l'opinion, ça mature et que ça peut évoluer parfois de manière assez rapide. Il y a quand même une tendance de fond par rapport à la séquence que l'on a vécue, qui apparaît dans les commentaires d'un certain nombre de Français, c'est que tout ça, c'est un sauvetage. C'est pas un sauvetage pour la stabilité, forcément, c'est un sauvetage pour les anciens partis de gouvernement qui continuent à gouverner et qui, in fine, je veux dire, ont trouvé ce compromis, quitte à se régner. Parce que dire les LR, je suis désolé, les LR, c'était inattendu. Que les socialistes, à la limite, votent la suspension de la réforme des retraites, c'est tout à fait logique. Ils la demandent, ils étaient contre cette réforme. C'est la censure qu'ils ont votée. Hein. C'est la censure ou la non-censure qu'ils ont votée. Oui, mais enfin... c'était derrière, je suis d'accord. Ils l'ont quand même, je veux dire, ils ont accepté, en ne votant pas la censure, ils ont accepté la suspension de la réforme des retraites, alors qu'ils étaient quand même des artisans de cette réforme. Je rappelle quand même qu'au Sénat, on a beaucoup travaillé, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une position très différente du groupe sénatorial, du groupe parlementaire LR. Donc, moi, je pense que c'est une séquence qui, sur le fond, va percoler profondément, négativement, pour une partie de la classe politique. Parce que ça signifie qu'on se renie. Alors déjà que l'image de la classe politique est une image quand même très abîmée, on se renie pour tout simplement préserver, à un moment donné, ses intérêts électoraux. Ça, je crois que c'est quelque chose qui déjà existe fortement, si vous voulez, cette défiance vis-à-vis de la classe politique et de la classe dirigeante. Et je crains que cette séquence ne fasse que renforcer ce sentiment. D'ailleurs, il suffit de voir, par exemple, au niveau des LR, ce que l'on sait, les remontées qu'on a des fédérations des LR sont des remontées qui sont extrêmement négatives vis-à-vis du vote du groupe parlementaire, enfin, de l'absence de censure du groupe parlementaire LR. Bon, non mais alors, je comprends ce que dit Arnaud. Quelques remarques. C'est vrai qu'il y a toujours, et c'est bien de le dire, un temps de maturation de l'opinion publique. Et moi, j'oppose souvent l'opinion publique telle qu'elle existe sur les réseaux sociaux, qui est un peu éruptive, qui peut très vite bouger, et l'opinion sondagère, qui n'est pas la réalité, qui est une perception du réel, qui souvent a une logique de digestion. Là, dans l'enquête IFOP LCI, ce qui est très intéressant, c'est qu'en moins de 10 jours, il y a eu 15 points de moins sur « nous voulons une dissolution, nous pronostiquons une dissolution ». On voit très
très bien que Sébastien Lecornu a réussi à marquer le point. D'ailleurs, l'évaluation de son discours de politique générale montre qu'il a été jugé clair, sincère, à l'écoute, toute une série de qualités que n'a pas Emmanuel Macron. Et peut-être que ce discours de politique générale, c'est un acte d'autonomisation par rapport à celui dont on disait c'est Macron bis, c'est la marionnette, vous connaissez ce registre. Donc là, il a marqué la rupture avec Emmanuel Macron. Une forme de distinction. C'est pas le lui c'est lui et moi c'est moi de Laurent Fabius il y a une quarantaine d'années face à François Mitterrand pour nos auditeurs et téléspectateurs les plus anciens. Mais en tout cas, c'est une marque d'autonomisation. Deuxièmement, Arnaud a raison sur LR. Dans l'enquête dont je parle, les Français, toutes les familles politiques soutiennent assez fortement, massivement chez LFI et au RN, la suspension possible de la réforme des retraites. On a une fracturation chez les sympathisants LR. C'est on la soutient à 44, on la soutient pas à 56. Avec un petit échantillon, c'est du 50-50. Mais quand même, rappelons-nous, autant j'ai pu parler de Sainte Alliance LR-LREM, l'ancien nom du parti présidentiel, pendant toute la première partie du quinquennat, où ils avaient soutenu ensemble les ordonnances sur la loi travail, la réforme de la SNCF, toutes les réformes un petit peu libérales, autant sur la réforme des retraites, il y avait déjà eu une fracturation et des LR moins favorables que prévu. C'est vrai. Enfin, dernier point, là vous avez complètement raison. Bon, c'est un épisode heureux pour le Premier ministre qui a gagné quelques semaines, on en est là, hein, dans cette période très compliquée qui a suivi la dissolution du 9 juin et cette assemblée introuvable, ingouvernable, si je puis dire, mais le glas sonne pour tout le monde. Nous venons de publier avec Paris Match et Sud Radio notre baromètre mensuel des personnalités. Il y a des choses symboliques. Personne ne dépasse 45% de bonnes opinions. J'ai rappelé dans le commentaire qu'en 2012, avec une question très gentille, bonne, mauvaise opinion, on avait une vingtaine de personnalités qui avaient une majorité de bonnes opinions. On en a maintenant 0. On a aux 2 premières places des personnes qui sont sorties du champ politique. Jean-Louis Borloo et Dominique de Villepin, même si ce dernier a des velléités de candidature présidentielle. Tout le monde est à la baisse ou presque. Et puis, en 51e place, dernière position qui n'est même pas symboliquement dans ce classement, c'est le président de la République qui a plus de très mauvaises opinions que Jean-Luc Mélenchon qui jusque-là a été le réprouvé. On va revenir sur ce baromètre parce qu'effectivement il est riche en enseignements, Frédéric, mais sur la réforme des retraites, le débat parlementaire va donc commencer et Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, prévient il va falloir aller chercher des milliards et c'est pas fini. On l'écoute. C'est plutôt une bonne nouvelle, 1, d'avoir un gouvernement, et 2, de savoir qu'il y a un budget, que ce budget a été déposé dans les temps, ou à peu près, et que ça donne 70 jours au Parlement pour l'examiner. Franchement, nous avons besoin d'un budget pour 2026, et il est mieux que ce soit un budget qui ne soit pas exécuté par ordonnance, loi spéciale, etc. Bref, que la démocratie puisse jouer son rôle. Voilà, ça c'était Pierre Moscovici sur la bonne nouvelle de pouvoir lancer le débat parlementaire. On va l'écouter maintenant sur les milliards à aller chercher sur les retraites. Nous n'en avons pas fini avec la question des retraites. Si on ne trouve pas ces 10 milliards d'ici 2030, il faudra les trouver autrement. Ou accepter que notre financement des retraites soit durablement déficitaire, ce qui, dans un pays qui vieillit, avec un ratio entre les actifs et inactifs qui se dégrade, est un problème réel. Voilà, c'est pas fini. Maintenant, il va falloir aller chercher des milliards. Sébastien Lecornu a prévenu, OK, pour suspendre la réforme des retraites, mais il va falloir compenser le manque à gagner. Est-ce que les Français se disent que cette suspension sera effective et verra vraiment le jour, Frédéric ? Pour l'instant, oui, puisque vous savez, il y a cette dimension performative du langage politique. Quand dire, quand annoncer, c'est faire. C'est comme si c'était fait. Et donc c'est vrai que. Son style. Bah oui, exactement. On a les mêmes références. J'entends ce que dit Arnaud sur les prudences, cavaliers législatifs. Ça serait une rupture d'opinion terrible si il y avait un loup, comme disait Martine Aubry, derrière cette suspension. Mais c'est vrai aussi que la prise de conscience des Français sur l'état de nos finances publiques est réelle. D'ailleurs, il y avait une vraie dissociation dans les annonces de François Bayrou du 15 juillet. Un satisfecit des Français sur la lucidité, sur le courage, sur le constat d'un pays qui ne peut plus continuer comme ça, les 5 000 euros par seconde, le pays en état de pronostic vital avancé, et un rejet total des Français sur les solutions symbolisées par les 2 jours fériés, parce que c'était jugé injuste avec des efforts mal répartis. Et ces 2 dimensions d'injustice, de mauvaise répartition des efforts, qui après font émerger le fameux clivage gros-petit, c'est-à-dire un clivage
anti-élite, dire que tout ce que va décider le gouvernement, tout le plan, et c'était un des axes de critique très fort de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, est un cadeau aux riches, touche les plus modestes, etc. C'est quelque chose qui va être très compliqué à dégeler par Sébastien Lecornu. Si, comme pour le budget Bayrou, les 43-44 milliards d'économies, la principale perception et représentation des Français, c'est que c'est injuste et les bonnes personnes ne sont pas ciblées, là, il peut y avoir un problème très important et un PS, et ça a été dit par Olivier Faure, qui n'hésitera pas à censurer. Ouais. Et un Sébastien Lecornu qui va mouiller la chemise. Il a dit c'est lui qui ira défendre les budgets, c'est lui qui fera l'introduction des débats. Je crois que c'est pas arrivé, non, sous la 5e, ça, Arnaud. Je n'ai pas souvenir, peut-être qu'avait Raymond Barre dans les années, la fin des années 70. Mais qui était aussi ministre de l'économie, je crois. Oui. Oui, là, dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, il était ministre de l'économie en même temps, c'est vrai. Vous faites bien de nous le rappeler, on l'avait oublié. Mais si vous voulez, le problème de Sébastien Lecornu, c'est qu'il est soumis aux injonctions contradictoires du Parlement, tout simplement. Quel budget va sortir des débats ? Est-ce que c'est un budget qui sera avec une dominante beaucoup plus sociale, comme le souhaitent les socialistes, pour aller très vite, ou est-ce que c'est un budget qui sera avec une dominante, j'allais dire, plus de rigueur, voire d'austérité, comme vraisemblablement le veut une partie de la droite? C'est la grande question. Moi, je crois que, encore une fois, je le répète, j'ai tendance à me répéter sur cette question, c'est que les équilibres parlementaires aujourd'hui, tels qu'ils sont à l'Assemblée nationale, les rapports de force politique, les arrière-pensées des uns et des autres, les élections municipales qui, quand même, vont aussi jouer un rôle dans les anticipations politiques et les calculs des différentes formations politiques, rendent, encore une fois, la séquence dans laquelle on rentre extrêmement incertaine. Jusqu'à quand, finalement, le vrai problème, c'est jusqu'à quand les forces politiques qui n'ont pas voté la censure, c'est-à-dire le Parti socialiste et les LR, sont prêts à faire des concessions qui ne s'apparentent pas trop vis-à-vis de leur électorat à des reniements. C'est la question fondamentale. On voit bien que du côté quand même du groupe, encore une fois, LR, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Jusqu'où ils peuvent aller. En plus, il y a un autre sujet, c'est que le groupe LR s'est complètement autonomisé de la direction nationale du parti, c'est complètement autonomisé du groupe parlementaire ici au Sénat. Il joue un peu comme s'il était une sorte de république indépendante à l'intérieur de LR. Et du côté des socialistes, c'est la même chose. Vont-ils accepter, en effet, encore une fois, que dans le PLFSS, il y ait des mesures qui soient des mesures qui, pour les catégories populaires, soient particulièrement difficiles à avaler, tout simplement pour faire voter la suspension des retraites. Donc, en effet, il faut que le Premier ministre se mouille. Ça, c'est clair. Il a besoin de s'engager, mais il n'est sûr de rien. À ce stade, on n'est sûr de rien, ni de la façon dont l'opinion publique va évoluer, ni de la façon dont les jeux parlementaires vont se nouer, tout simplement parce que la situation reste la même, encore une fois, que celle que l'on avait connue avant que la motion de censure soit rejetée. Et pour l'opinion, c'est Sébastien Lecornu qui incarne ? Ah oui, ça c'est clair que c'est lui. Le président est beaucoup plus en retrait, ce qui est bien pour Sébastien Lecornu, comme je disais, pour se déscotcher de l'image de l'exécutant ou l'homme lige d'Emmanuel Macron. Par rapport à tout ce qu'a dit Arnaud Benedetti, qui est très juste, je rajouterais une dimension. C'est la dimension de temporalité électorale. Vous disiez que le PS et LR sont les deux anciens partis de gouvernement, faibles à l'échelle nationale, même si le PS a retrouvé des couleurs aux élections européennes. C'est assez injuste de les ramener tout le temps au score de 1,75% d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Ils ont repris les couleurs depuis. LR est au gouvernement, mais il y a aussi la dimension locale où ces partis sont extrêmement forts. C'est l'énorme majorité des sortants aux élections municipales, même si c'est des élections qui vont réussir à s'autonomiser du contexte national. Ça sera en principe, sauf dissolution survenant après, le dernier scrutin avant l'élection présidentielle. Et c'est vrai qu'un PS qui accepterait, comme vous le dites, d'avaler des couleuvres sur des mesures jugées injustes pour les catégories moyennes, pour les catégories populaires, pourrait dans telle ou telle ville où ça se jouerait à peu de choses le payer, pourrait aussi être pénalisé par un vote alternatif vers des forces de gauche plus radicales, LFI et écologistes. D'ailleurs, nos téléspectateurs le savent, mais il faut le rappeler,
Aux élections municipales, on se maintient très facilement au second tour, c'est 10% des suffrages exprimés. Et donc voilà, on a cette temporalité électorale que, à mon avis, les parlementaires socialistes, même s'ils sont plus maires pour la plupart, pour l'énorme majorité, puisque même pour la quasi-totalité... Même pour la totalité. Voilà, puisqu'il y a le non-cumul des mandats, c'est quelque chose qui va jouer, à mon avis, et qui va peser de son poids. Alors, ça va être difficile pour les LR, mais c'est aussi difficile à accepter pour le bloc central, hein, cette suspension de la réforme des retraites. Le bloc central qui s'autonomise de plus en plus, et c'est notamment le cas d'Édouard Philippe, qui a rappelé hier soir sur France 2 que la sortie de crise passait par le départ d'Emmanuel Macron. On l'écoute. Il devrait, peut-être en prenant exemple sur des prédécesseurs, et notamment le général de Gaulle, essayer d'organiser un départ qui nous évite pendant 18 mois de continuer à vivre dans cette situation de blocage, d'instabilité, d'indétermination. Voilà, Édouard Philippe qui maintient la sortie de crise, elle passe par Emmanuel Macron. Je crois qu'on a rarement, et pourtant on a vu des premiers ministres s'autonomiser des présidents de la République et s'opposer à des présidents de la République. Souvenons-nous Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, entre autres, ou même Michel Rocard et François Mitterrand. Là, je crois que j'allais dire une attaque aussi frontale, de mémoire, je n'en ai pas vu. C'est un appel de Rome archi-vitaminé, puisque l'appel de Rome de Pompidou, c'est « je serai candidat à une présidentielle anticipée », si je puis dire. Il n'est pas anticipé. Non, mais vous avez raison. Mais bon, on avait des formes qui étaient un peu différentes. Mais enfin, c'est vrai, vous avez raison de rappeler l'appel de Rome. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Édouard Philippe, enfin, il y a deux interprétations, en fait, dans cette... Il y a deux lectures. La première lecture, c'est de dire, oui, il a raison. Il a raison, parce que finalement, l'esprit de la Constitution, je ne dis pas la lettre, l'esprit de la Constitution, tel que le général de Gaulle l'avait lui-même pensé et dessiné, et pratiqué surtout, c'est qu'à un moment donné, quand il y a une telle défiance, et quand le général de Gaulle est battu sur le référendum, il est battu de 3 ou 4 points. Hein. C'est vraiment une défiance relative, en l'occurrence, et ses cotes de popularité ne sont pas mauvaises. Ça n'a strictement rien à voir avec la situation d'Emmanuel Macron. Mais il en tire les conséquences, il démissionne. Mais c'était, j'allais dire, dans la personnalité de Gaulle, il l'avait fait déjà en 1946, il le refait en 1969. Après, il y a quand même l'exemple historique d'autres présidents qui ont été désavoués sous la Ve République. M. Mitterrand perd les élections en 86, il les repère en 93. Jacques Chirac perd les élections législatives en 97. Il perd le référendum, souvenons-nous, de 2005. Les présidents de la République restent et demeurent. Donc, si vous voulez, l'interprétation d'Édouard Philippe, elle peut être contrebalancée par d'autres exemples historiques. Sur le fond, la vraie question, c'est de savoir si ce calcul pour lui, ensuite, enfin sur le fond, sur le plan électoral, est-ce que ce calcul est payant pour lui aujourd'hui ? Ça, peut-être que les enquêtes d'opinion nous le diront. Ce qui est sûr, c'est que les enquêtes d'opinion montrent quand même que vous avez une grande majorité de Français qui considèrent que le départ d'Emmanuel Macron serait plutôt une bonne chose. Et Frédéric, vous nous l'avez un peu dit, mais on va le voir, hein, ce baromètre des personnalités. Oui. Alors Emmanuel Macron jugé très sévèrement, mais c'est un peu la classe politique dans son entièreté qui paye ces derniers jours. C'est pour ça que je parlais de glas qui sonnait pour tout le monde. Les personnalités du bloc central dévissent fortement. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, un degré moindre. Ce qui est intéressant, c'est pas leur chute, parce que un baromètre, ça va, ça vient. C'est des pertes fortes dans l'électorat d'Emmanuel Macron présidentiel. Avec un Sébastien Lecornu pas si mal classé. Mais tout à fait, plutôt bien classé, au-dessus de ce qu'il était quand il était au ministère des Armées. Il ne faut pas sous-estimer à quel point son passage de 3 ans au ministère des Armées l'a crédibilisé. Les armées, c'est un domaine sur lequel l'imaginaire du déclin qui touche la santé, l'éducation, l'école, l'hôpital n'existe pas, ne joue pas. Donc il a plutôt capitalisé là-dessus. C'est vrai que ce qui a peut-être précipité ce super appel de Rome, si je puis dire, d'Édouard Philippe, la phrase terrible de Gabriel Attal, qui est vraie, qui est ressentie par son électorat, beaucoup de Français comme moi ne comprennent plus les décisions du président de la République, c'est le fait que ces dernières semaines, on a vu la fin de la dissociation entre un président de la République impopulaire et ses héritiers, avec des gros guillemets, du bloc central, qui tenait le choc. Édouard Philippe en tête des enquêtes d'intention de vote, ou en tout cas à un niveau élevé, pas en tête, il était derrière Marine Le Pen ou Jordan Bardella, mais à 25-26. Gabriel Attal qui rassemblait beaucoup d'électeurs Macron. C'est aujourd'hui terminé. C'est ça aussi, cette défiance, et qui a fait que beaucoup de personnalités se sont vraiment descotchées, mais à un niveau jamais vu, comme Arnaud l'a dit, du président de la République.
Merci à tous les deux. Allez, ce vendredi, on va terminer par une idée de sortie pour ce week-end. Comme tous les vendredis, c'est la fête au Havre pendant 10 jours. Rien à voir avec Édouard Philippe. Vous connaissez la Transat Jacques Vabre? Oui. Eh bien, c'est fini. Ça s'appelle plus comme ça change de nom. Ça s'appelle la Transat Café L'Or. Il va falloir s'y habituer. Pour le reste, rien ne change. Les skippers prennent la mer du Havre, direction la Martinique. Le départ, c'est dimanche prochain, le 26. Mais dès aujourd'hui, c'est l'ouverture du village départ. 600 000 visiteurs attendus pour découvrir les bateaux. Tout a été prévu pour la fête. Des concerts, des DJ jusqu'à 3h du matin en semaine, 4h le week-end. Frédéric Arnaud, on peut y aller. Des baptêmes de voile gratuits. Et on n'oublie pas le café, évidemment, marque de fabrique de la Transat. Le Havre, port caféier, donne le départ de cette Transat en 93. Ça arrivait en Colombie à l'origine. Depuis, c'est en Martinique et le village départ célébrera évidemment le café. Dimanche, vous pourrez même apprendre à confectionner des produits cosmétiques ou d'entretien à base de café. Et le café, évidemment, il est servi gratuitement sur le site. C'est quand même mieux. On y va ? Ça donne envie. Allez, ça donne envie. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi.